Parfois, l'amour, ça prend des chemins un peu étranges, non? Oui, on croit avancer ensemble et puis on sent comme un frein invisible. Une ombre qui s'installe sans faire de bruit, c'est ça. Bienvenue dans notre exploration du jour. On va se pencher sur un sujet complexe et souvent douloureux. L'emprise psychologique dans le couple. Un phénomène qui touche beaucoup de monde. Malheureusement, on entend souvent parler d'histoires qui commencent bien et puis Et puis qui glisse petit à petit vers une dynamique de contrôle, de manipulation. C'est d'autant plus difficile à voir que ça se passe souvent derrière les portes closes, dans l'intimité. c'est tout le côté insidieux du truc en fait. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Qu'est-ce que c'est vraiment, l'emprise? Hmm. Comment on la reconnaît alors qu'elle avance souvent masquée? Et puis, quelles sont les conséquences? Les cicatrices qu'elle laisse? Et surtout, j'ajouterais, comment on peut s'en sortir et se reconstruire après. C'est fondamental. Exactement. Alors pour ça, on s'est appuyé sur pas mal de sources, des études psychologiques récentes notamment, des témoignages aussi. Oui, l'idée c'est d'avoir une vue d'ensemble, de comprendre les mécanismes et les issues possibles. Bon, alors commençons par le début. L'emprise psychologique dans une relation amoureuse, c'est quoi au juste? J'imagine que c'est pas juste une dispute un peu plus forte que d'habitude. Non, non, on est bien au-delà de ça. Fondamentalement, c'est une relation où le pouvoir est complètement déséquilibré. Une personne prend l'ascendant sur l'autre. Hmm, Et elle utilise tout un tas de stratégies, souvent très subtiles au départ, pour asseoir et maintenir ce contrôle. C'est pas juste de l'influence, c'est vraiment une domination psychologique. Et parmi ces stratégies, il y en a une dont on entend beaucoup parler, c'est le gaslighting, c'est ça. Absolument, le gaslighting, c'est un mécanisme central et particulièrement dévastateur. Des recherches récentes, qualitatives, comme celle de Klein et son équipe en 2023, qui ont étudié le vécu des victimes, le décrivent très bien. Alors c'est quoi exactement? Le gaslighting, c'est l'art, si on peut dire, l'art pervers de faire douter l'autre de sa propre réalité. Ah oui, on va nier les faits. Typiquement, mais non, tu en vantes complètement, ça s'est jamais passé comme ça. On minimise les émotions. Oh là là, t'es trop sensible, tu exagères toujours tout. Le fameux tu es folle à fou. Exactement. Tu te fais des films, on déforme la vérité, on retourne les situations. Le but, c'est que la victime finisse par se sentir coupable, confuse. C'est saper sa confiance en son propre jugement, en sa mémoire, en ses perceptions. La rendre folle, quoi. Ça donne le vertige, rien que d'y penser. On finit par croire qu'on perd la tête. C'est tout à fait le sentiment rapporté. Une confusion mentale intense, l'impression de perdre pied. Et ce qui rend ça si efficace et si difficile à contrer, c'est que ça s'inscrit souvent dans une dynamique plus large. C'est-à-dire, les études montrent bien ce paradoxe. L'abuseur, il peut alterner ces moments de dénigrement, de manipulation, avec des moments de grande tendresse, d'excuses, de démonstration d'amour intense. Ah oui, le chaud et le froid permanent. Ça doit être incroyablement déstabilisant, ça. Totalement. On s'accroche au moment positif, on se dit «Mais non, il n'est pas comme ça d'habitude, ça va passer». On espère retrouver la personne du début, j'imagine. Voilà. Et cette alternance, ça crée une dissonance cognitive énorme. La victime ne sait plus quoi penser, elle doute d'elle-même, et du coup, elle a tendance à excuser, à minimiser les comportements abusifs. Et tu parlais du début. Justement, au début, ça commence souvent très fort, non? C'est ce qu'on appelle le love bombing. Oui, c'est une tactique d'entrée en matière assez fréquente. C'est une phase de séduction hyper intense. Le grand jeu, quoi. Le grand jeu, exactement. L'abuseur inonde l'autre d'attention, de compliments, de cadeaux, de déclarations enflammées. Ça crée un lien très fort, très vite, une espèce de bulle idyllique. Ça a l'air merveilleux au départ. Oui, mais cette phase, en réalité, elle sert à moissonner la personne, à créer une dépendance affective forte avant que la dynamique de contrôle ne s'installe plus ouvertement. Une fois que la personne est accrochée, le piège se referme. Et j'imagine qu'une autre stratégie clé, c'est d'isoler la personne. C'est une stratégie quasi systématique, oui. L'isolement progressif. C'est crucial pour maintenir l'emprise. Comment ça se passe concrètement? Ça peut être très progressif. L'abuseur va commencer à critiquer les amis, la famille de la victime. Ta copine, elle a une mauvaise influence sur toi, tes parents se mêlent trop de notre vie. Des petites piques au début. Voilà. Ou alors semer la discorde, rendre les rencontres sociales compliquées, désagréables, piquer une crise juste avant de sortir, bouder pendant la soirée. Pour que finalement, la victime préfère ne plus voir personne pour éviter les conflits. Exactement. Parfois, c'est plus direct. Des interdictions, des scènes, mais le but est toujours le même.
couper la victime de son réseau de soutien extérieur, la rendre de plus en plus dépendante, émotionnellement, parfois matériellement, de l'abuseur. Et sans regard extérieur, elle est encore plus vulnérable à la manipulation de sa réalité. Tout à fait. C'est un cercle vicieux. Le tableau est, mais vraiment glaçant. On voit bien comment l'étau se resserre. Et les conséquences psychologiques pour la personne qui subit ça, elles doivent être terribles. La perte de confiance en soi, j'imagine. C'est la première chose. C'est une des conséquences les plus profondes, oui, et les plus systématiques. Les recherches, comme celle de Klein et ses collaborateurs qu'on citait, le confirment. Le gaslighting, l'emprise en général, ça mène à une diminution du sens de soi. L'estime de soi est attaquée à la racine. On finit par croire ce que l'autre dit de nous. On finit par intérioriser les critiques, les doutes. On ne croit plus en sa propre valeur, en ses capacités. C'est dévastateur. Et ça ne s'arrête sans doute pas là. Non, malheureusement. Les répercussions sont multiples. Une autre étude, publiée dans MDPI, qui analysait la violence psychologique, met en lumière cette confusion mentale intense dont on parlait. Oui, mais aussi des sentiments très forts de culpabilité. La victime se persuade souvent que c'est de sa faute, qu'elle a provoqué la situation. Le fameux « c'est moi qui l'ai cherché ». Voilà. Et puis la honte, l'humiliation. On observe aussi une méfiance généralisée qui s'installe. Une méfiance envers l'abuseur, évidemment. Bien sûr, mais aussi, et c'est ça qui est terrible, une méfiance envers soi-même. On n'ose plus faire confiance à son propre jugement, à ses intuitions, et cette méfiance, parfois, elle s'étend aux autres en général. On se replie, on imagine le cercle vicieux. Moins on se fait confiance, plus on est vulnérable à la manipulation et plus l'emprise se renforce. Ça doit générer une angoisse permanente, un stress. Exactement. L'anxiété, la dépression sont des conséquences très fréquentes. Dans les cas les plus sévères, on parle même de stress post-traumatique complexe. C'est similaire à ce qu'on observe chez des victimes de traumatismes répétés et prolongés. C'est vraiment un traumatisme, en fait. Oui, tout à fait. Et il y a aussi cet isolement émotionnel profond. Même quand la personne n'est pas physiquement coupée de tout, elle se sent incomprise, seule au monde, avec sa souffrance, piégée dans sa tête. C'est une dévastation intérieure. C'est un portrait vraiment très sombre. Mais il y a une petite lueur d'espoir qui est mentionnée dans l'étude de Klein, c'est ça? Cette idée de croissance post-traumatique. Oui, c'est une nuance intéressante et importante à souligner. Certaines personnes qui ont réussi à sortir de l'emprise rapportent, après un long chemin de reconstruction bien sûr, avoir développé une nouvelle force. Ah oui, Une meilleure connaissance d'elle-même, une plus grande résilience. Comme si le fait d'avoir traversé cette épreuve et de l'avoir surmontée avait pu, paradoxalement, les transformer positivement à long terme. Attention, hein, ça ne minimise absolument pas la souffrance vécue. non, bien sûr, bien sûr. Mais ça ouvre une perspective de guérison profonde et de transformation. C'est essentiel de le dire. Mais avant d'en arriver, peut-être, à cette reconstruction, une question se pose souvent. Pourquoi certaines personnes semblent plus vulnérables ? Pourquoi tombent-elles dans ce genre de relation ? Pourquoi y restent-elles piégées ? C'est une question délicate parce qu'il ne faut surtout pas blâmer la victime. Absolument. La responsabilité, elle incombe toujours à celui ou celle qui abuse. Toujours. Mais les recherches suggèrent qu'il peut y avoir des facteurs qui rendent une personne plus susceptible d'entrer ou de rester dans ces dynamiques. Comme quoi, par exemple? L'histoire personnelle, notamment l'enfance, semble jouer un rôle non négligeable. Une étude assez récente de Whittington et Turner en 2023 a suivi des jeunes adultes et a trouvé un lien assez clair. Avoir été exposé à un fort contrôle psychologique de la part des parents pendant l'enfance augmente le risque de se retrouver, plus tard, dans des relations amoureuses déséquilibrées. Leur conclusion est assez directe. Plus le contrôle parental psychologique a été élevé, plus le risque d'une relation déséquilibrée est grand. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut jouer dans les deux sens, si j'ai bien compris l'étude. On peut se retrouver plus facilement en position de dominé, mais aussi de dominant. C'est tout à fait ça. Comme si on rejouait inconsciemment des schémas appris, des dynamiques familières. D'accord. Un autre facteur identifié par la même étude, c'est ce qu'on appelle l'auto-efficacité. L'auto-efficacité. Oui. En gros, c'est la confiance qu'on a en sa capacité à agir sur sa vie, à influencer les situations, à poser des limites claires dans une relation. Si on a une faible auto-efficacité, si on a le sentiment de ne pas avoir de prise sur les événements, On est plus vulnérable face à quelqu'un qui cherche à prendre le contrôle. Logique. exactement. À l'inverse, se sentir capable d'agir, de se faire respecter, c'est un facteur protecteur. Et quid des styles d'attachement
On en parle beaucoup aussi, cette façon dont on a appris à nouer des liens dans notre enfance. Ça joue un rôle? Oui, ça semble être un facteur pertinent. Des travaux de recherche, comme la thèse de Melissa Franz en 2012, suggèrent que les styles d'attachement dits insécures, C'est-à-dire? notamment l'attachement anxieux caractérisé par la peur de l'abandon, un grand besoin de réassurance, ou l'attachement évitant, marqué par une difficulté avec l'intimité, une tendance à garder ses distances. Ces styles sont associés à une plus grande probabilité de tolérer ou de subir des comportements de contrôle dans les relations. D'accord. Et puis, on peut ajouter d'autres éléments. Un besoin très fort de validation par les autres, une peur panique de la solitude ou du rejet. Tout ça peut pousser à accepter l'inacceptable, malheureusement. Ça donne des pistes pour comprendre certaines vulnérabilités, sans jamais culpabiliser, on le répète. Maintenant, si on se tourne vers la personne qui exerce l'emprise, est-ce qu'il y a un profil type? Qu'est-ce qui motive ce besoin de contrôle? L'étude MDPI qu'on a déjà mentionnée nous éclaire un peu là-dessus. Elle souligne que l'emprise trouve souvent ses racines dans des traits de personnalité euh, particuliers chez l'abuseur. Lesquels, principalement? Un élément qui revient constamment, c'est une faible empathie. Une difficulté, voire une incapacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre et à partager ses émotions. Le b.a.-ba de la relation saine, en somme? Voilà. Et puis, bien sûr, il y a cette tendance marquée à la domination, ce besoin irrépressible de contrôler l'autre, la relation, l'environnement. L'étude va même plus loin, elle parle de narcissisme, de besoin de dominer. Elle cite l'emprise trouve ses racines dans des personnalités peu empathiques, dans le narcissisme, dans le besoin de dominer. Ça fait référence à ce qu'on appelle parfois la triade noire. Effectivement. La triade noire, ça regroupe 3 traits de personnalité souvent associés à des comportements manipulateurs et antisociaux. Le narcissisme, Le besoin d'être admiré, le mépris des autres. c'est ça. Le machiavélisme ensuite, la tendance à la manipulation cynique pour atteindre ses propres buts. Ok. Et la psychopathie, un manque d'empathie et de remords, de l'impulsivité, un mépris des normes sociales. Alors attention, toutes les personnes qui exercent une emprise ne cochent pas toutes les cases d'un diagnostic clinique. Bien sûr. Mais on retrouve souvent certains de ces traits à des degrés divers. Et est-ce que ces personnes sont conscientes du mal qu'elles font? C'est une question qui revient souvent. C'est complexe. Il peut y avoir une part de déni, de rationalisation. Je fais ça pour son bien, elle me pousse à bout. Mais souvent, oui, notamment chez ceux qui ont des traits narcissiques ou machiavéliques marqués, il y a une conscience assez aiguë des techniques de manipulation utilisées. Il y a une instrumentalisation de l'autre pour satisfaire leurs propres besoins. Besoin de contrôle, de pouvoir, de validation. Comprendre ça, c'est aussi important pour la victime, j'imagine. Pour réaliser que le problème ne vient pas d'elle. Exactement. Comprendre ces profils, encore une fois, ce n'est pas pour excuser, mais pour aider à réaliser que le problème vient bien du comportement et de la structure psychique de l'abuseur. Et cette prise de conscience, c'est sans doute la toute première étape pour envisager une sortie. Ce qui nous amène à la question cruciale. Comment on sort de là? Comment on guérit après avoir vécu ça? J'imagine que c'est pas juste claquer la porte et partir. Non, c'est rarement aussi simple. C'est un processus, souvent long, semé d'embûches, mais, et c'est le message important, c'est possible. Les témoignages recueillis dans les études, comme celle de Klein, nous donnent des pistes sur les étapes clés. La première, j'imagine, c'est de réaliser ce qui se passe. La toute première, oui, le socle de tout, c'est la prise de conscience. Réaliser, nommer ce qu'on vit. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de l'abus psychologique. Ça peut être un déclic soudain ou un long cheminement. Ça peut venir d'une lecture, d'une discussion avec quelqu'un, d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une fois qu'on a ouvert les yeux, il faut agir, prendre ses distances. C'est souvent l'étape suivante, oui, une prise de distance. Ça peut être d'abord mental et émotionnel, commencer à moins croire aux manipulations, à moins réagir aux provocations, essayer de se protéger intérieurement. Mais très souvent, une distance physique devient nécessaire pour vraiment briser le cycle de l'emprise. La séparation. La séparation, la rupture, c'est une voie de sortie clairement identifiée par les personnes qui sont sorties. Mais rompre, ça peut faire très peur, surtout s'il y a une dépendance affective forte ou une dépendance financière, s'il y a des enfants, la peur des réactions de l'autre. Exactement. Et c'est pour ça que l'étape suivante est absolument cruciale, la recherche de soutien. Il faut briser l'isolement dans lequel l'abuseur a souvent enfermé sa victime. Se tourner vers qui? Vers des personnes de confiance, des amis, de la famille, des collègues. Des gens qui peuvent offrir une écoute sans jugement, un soutien concret,
Et surtout un regard extérieur qui valide la perception de la victime, qui dit « non, tu n'es pas folle ou fou, ce que tu vis n'est pas normal ». Et l'aide professionnelle, très souvent indispensable, oui. Un thérapeute, un psychologue spécialisé dans les violences psychologiques peut vraiment aider à démêler la situation, à travailler sur la culpabilité, l'estime de soi et à élaborer une stratégie de sortie qui soit sécurisée. Il existe aussi des associations spécialisées. Une fois la distance physique établie, le travail de reconstruction commence vraiment, j'imagine. Se retrouver soi-même après avoir été nié si longtemps. Oui, c'est une phase essentielle. Il s'agit de reprendre le pouvoir sur son propre récit, sur sa propre histoire, sur sa perception de la réalité qui a été si malmenée. Comment on fait ça, Evelyne? Des outils comme tenir un journal intime, écrire son vécu, ça peut être très puissant pour réorganiser sa pensée, valider ses ressentis, réapprendre à s'affirmer aussi. Poser ses limites? Exactement, poser des limites claires et fermes, apprendre à dire non sans culpabiliser. C'est une compétence clé à reconquérir. Et puis, se reconnecter à ses propres envies, à ses propres besoins. J'imagine que l'emprise a tendance à effacer tout ça. Totalement. L'étude de Klein utilise une jolie expression. Elle parle d'activité qui réincarne. Qui réincarne. Oui, c'est tout ce qui permet de se recentrer sur soi, de se retrouver. Ça peut être reprendre un hobby qu'on avait abandonné, se remettre au sport, à la danse, au yoga. Des activités qui reconnectent au corps, un corps souvent malmené ou nié pendant l'emprise. Retrouver des sensations positives. Voilà. Explorer sa créativité, renouer avec sa spiritualité si c'est quelque chose d'important pour soi. En fait, il s'agit de réinvestir son énergie et son attention en soi-même. Se redécouvrir comme une personne entière avec ses propres désirs, ses propres aspirations. Et l'étape d'après, peut-être la plus délicate, c'est d'oser à nouveau faire confiance. Est-ce qu'on peut reconstruire des relations saines après ça? C'est l'objectif ultime de la guérison, oui. Mais ça demande du temps, de la patience. Il faut réapprendre à faire confiance aux autres, bien sûr, mais surtout réapprendre à faire confiance à son propre jugement, à son intuition. Ne plus douter de soi en permanence. C'est ça. Identifier les signaux d'alerte plus tôt. Ne plus accepter les dynamiques de contrôle, même subtiles. Et choisir consciemment des relations basées sur le respect mutuel, l'équilibre, la communication saine, l'authenticité. C'est un chemin. Mais oui, c'est possible. Ce parcours de libération, même s'il est difficile, montre qu'il y a une issue. L'emprise, c'est une expérience terrible, mais on peut s'en sortir. On peut se reconstruire et peut-être même, comme on le disait avec la croissance post-traumatique, en sortir grandi d'une certaine façon. Oui, c'est important de le dire. Regagner sa voix, retrouver sa lumière. Se libérer, c'est peut-être avant tout se retrouver soi-même. Tout à fait. Et pour laisser peut-être une dernière piste de réflexion. Au-delà de la rupture, au-delà de la reconstruction de l'estime de soi, le défi le plus profond finalement n'est-il pas de rebâtir la confiance en son propre jugement? Après avoir été systématiquement invalidé, nié, comment on réapprend à écouter et à croire cette petite voix intérieure? Peut-être que la véritable reconquête de sa souveraineté personnelle, c'est là qu'elle se joue, dans cette capacité retrouvée à se fier à soi-même pour naviguer le monde et les relations futures.